Oui, vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu pour que tout le monde voit et entende. Voilà, vous vous resserrez un peu sur les marches, ne laissez pas de marche libre. Serrez-vous encore un peu. Est-ce que tout le monde voit et entend? Oui? Oui, c'est bien, on entend bien. Voilà, donc vous regardez rapidement la plaque et repérez quelques dates, quelques chiffres sur cette plaque. Voilà, vous êtes en L, donc vous êtes des lecteurs rapides. Vous avez d'abord les dates du siège de Brest. Pour cette visite, elles sont importantes. Hein. Vous voyez à quelle date le siège a-t-il commencé? Allez-y, quelqu'un peut... Oui, le 7. Donc, est-ce que, bon, même si vous n'avez pas vu cette partie du programme, vous devez vous souvenir de la date du débarquement en Normandie? Non? Vous avez tous vu, beaucoup d'entre vous ont dû voir le film D-Day, le jour du débarquement. C'était le 6 juin 1944. Et donc les troupes alliées ont mis 2 mois pour arriver aux portes de Brest. Et comme les troupes allemandes ont refusé de se rendre, a commencé le siège de Brest qui a duré donc de longues semaines puisque la ville a été libérée la deuxième date, la fin du siège, le 18 septembre. Entre-temps avait eu lieu ici une catastrophe, donc qui est datée également le 9 septembre, dans la nuit du 8 au 9, et où un nombre considérable de civils sont morts. Des civils du côté français et aussi du côté allemand, parce que, on le dira tout à l'heure, des Allemands occupaient une partie de l'abri pendant le siège. Alors la date du siège, le chiffre de victimes, par contre, nous amène à réfléchir et doit éveiller votre esprit critique. Quel est-il? 373. Il faut toujours se méfier quand on voit des chiffres comme ça qui sont donnés à l'unité près. Parce que dans les conditions tout à l'heure où on vous en parlera, où les victimes ont pu être identifiées, on ne pouvait pas. Personne ne peut donner le nombre de victimes à l'unité près. Chaque fois qu'on donne des chiffres à l'unité, on peut donner souvent des ordres de grandeur, mais il est rare qu'on puisse donner vraiment un chiffre à l'unité près. Je crois que ça doit déjà éveiller un peu votre suspicion sur la véracité des faits. Alors les dates du siège sont importantes parce que avant le siège, pendant des alertes aériennes, c'est-à-dire pendant parfois une demi-heure, 3/4 d'heure, rarement plus d'1 heure, enfin quelquefois des bombardements ont duré quand même 2 heures. Mais une fois l'alerte terminée, les gens pouvaient revenir à la surface, voir si leur maison était encore debout, s'il n'y avait pas de victimes. Tandis que là, pendant le siège, les gens ont dû rester ici pendant des semaines. Et donc, il faut bien penser à ces 2 vies de l'abri. Parce que pendant longtemps, l'abri a été, au fond, un lieu de sécurité pour les gens. Il a été construit en 1942, achevé en 1943, parce qu'il y avait justement, depuis l'automne 40, il y avait des bombardements régulièrement, et régulièrement, il y avait des victimes parmi les civils parce qu'ils ne disposaient pas d'abri sûr. Voilà, nous allons maintenant descendre. Avant de descendre, j'attire votre attention sur l'ouverture des grilles. Donc on se trouve à plus de 25 mètres sous terre.
Voilà, asseyez-vous de manière à ce que tout le monde voit le tableau. Ceux qui sont plus grands se mettent un peu derrière. Arrangez-vous, venez, approchez-vous, disposez-vous de manière à ce que tout le monde voit à peu près. Voilà, d'abord je vous présente Monique Gérard, de son nom de dame, Fauchon, de son nom de jeune fille, parce que son père, Max Fauchon, nous a d'ailleurs légué de nombreux dessins pris sur le vif pendant le siège de Brest. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Et alors, nous avons demandé à Monique de venir parce que Monique avait, on en a parlé avec quelques-uns d'entre vous, avait à peu près votre âge au moment du début de la guerre. Au début de la guerre, oui, parce que là, j'avais 18 ans. Et donc à ce moment-là, j'étais brestoise, et puis j'habitais Brest avec ma famille. Et en septembre 1939, donc je devais repasser mon oral de philo, et puis après, continuer mes études à Rennes. Mais en septembre, eh bien voilà, c'est la guerre. Et donc, mon père est mobilisé. Et après mon oral, eh bien, les études, il n'en est plus question. Et donc, c'est à ce moment-là que commence la drôle de guerre, et qui n'est pas drôle pour tout le monde quand on a les siens mobilisés. Puis arrive le 10 mai 1940, et là, les Allemands attaquent, tout bascule, et c'est l'invasion. Et à partir de ce moment-là, comme Brest est port militaire, qu'il abrite des navires allemands qui sont redoutables pour les Alliés, eh bien Brest va être bombardé pendant 4 années. Donc là, après, on pourra en reparler de ce qui s'est passé. Donc, d'où la construction d'abris, comme je vous l'ai dit, comme celui-ci. Il y avait un autre grand abri qui allait de la place Wilson à côté de l'immeuble du Télégramme, qui arrivait du côté de la rue Louis Pasteur, Dialogue. Et puis d'autres abris, en particulier celui-ci qui a été peint par Serge Aubray, qui est président des Amis de Recouvrance, parce que cet abri qui a été refait après la guerre, parce qu'après l'explosion c'était tout noir, était différent de celui-ci. Il était déjà crépi, tandis que celui-ci, à Recouvrance, était creusé dans la roche. C'était un tunnel ferroviaire qui rejoint la rade d'abri et les bassins de l'Alinon à la Pinfère, du côté de Pontaly. Et donc on avait creusé des escaliers comparables à celui-ci pour pouvoir que la population puisse s'y mettre à l'abri. Et Serge, donc, eh bien, avait sa grand-mère il habitait ce quartier, près du cours d'Azur. Et il était plus jeune que vous à l'époque, hein, il avait une douzaine d'années. Mais il allait souvent chez sa grand-mère qui habitait Recouvrance, d'où cette image. Et il a essayé d'exprimer ses sentiments d'enfant pendant la guerre sous les bombardements. Il a montré les enfants qui se resserrent les uns contre les autres et qui ont peur. Et puis petit à petit, lui va grandir, il aura donc une quinzaine d'années à la fin de la guerre, il commence à réfléchir et ils espèrent dans la libération, d'où la légende, nous étions des enfants en 1944 et nous verrons le bout du tunnel à la libération. Que Brest a donc été occupé pendant plus de 4 ans, puisque
puisque les Allemands sont arrivés à Brest le 19 juin 1940 et ils se sont rendus le 18 septembre 1944. Donc ça a été long. Mais tout le monde ne disposait pas ni n'avait le temps d'aller dans des abris aussi sûrs. Monique en particulier habitait un quartier où il n'y avait pas à proximité d'abris comparables. Non, nous n'avions pas d'abri dans notre secteur. Il fallait bien se débrouiller. Et à cette époque-là, les bombardements étaient si fréquents qu'on restait la nuit au lit, n'en pouvant plus. Alors, comment faisaient les sans-abri? Eh bien, chaque soir, on mettait près du lit le manteau, les chaussures et la petite valise qui contenait l'argent et les papiers. Et puis, c'est comme ça que cela se passait. Et donc, dans la nuit du 4 mai 1941, eh bien, les premières bombes incendiaires anglaises sont tombées dans notre quartier. Alors là, nous avons été absolument réveillés en sursaut et la lueur des flammes illuminait nos chambres. Alors, nous avons sauté hors du lit, nous étions habitués, on peut dire, à l'exercice, et nous avons couru vers les escaliers. Mais sur le palier brûlait une bombe qui nous barrait le passage. Ce n'étaient pas de grosses bombes, mais à l'impact, elles crachaient littéralement le feu. Donc, à ce moment-là, mon père était prisonnier. Nous étions seuls, ma mère, mon frère de 13 ans et moi, et nous avons dû lutter pour sauver notre peau et pour sauver la maison. Et comment? Eh bien, en jetant du sable sur la bombe. Parce que la défense passive mettait dans les immeubles des sacs de sable à cet effet. Alors ensuite, nous avons voulu continuer à aller vers la rue, et là aussi, nous avons eu une seconde bombe, et il a fallu continuer et se débrouiller. Et nous avons pu nous en sortir, et finalement, arriver sur la rue, sur le trottoir, en marchant sur des braises. Et voilà, ce n'est qu'une des nuits de bombardement qui avait tant et tant à Brest. Et alors c'est à partir de ce moment-là que nous quitterons Brest pour devenir des réfugiés. Tout à l'heure. Oui, donc vous imaginez les sentiments que Serge a peints, d'ailleurs, d'effroi qui saisissait les enfants, mais pas seulement les enfants. Et puis des gens de tous âges, parce que je crois qu'à l'extrême gauche du tableau, vous voyez, il a peint même un bébé. Parce qu'une dame, pendant le siège, Mathilde Ménès-Montfort, qui descendait dans cet abri, apporter de la nourriture pendant le siège, parce que pendant le siège, donc, comme je vous l'ai dit, à partir en particulier du 15 août 1944, eh bien, les gens ont été, ceux qui n'avaient pas évacué la ville, ont été ici confinés dans cet abri pendant des jours et des nuits. Et elle a dû préparer pour des bébés. Vous voyez, ceux qui voient suffisamment, vous voyez, les jeunes enfants. Et il faut penser de toute manière que lui, bien sûr, n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire qu'un enfant comme ça ne soit pas marqué dans son esprit par ce qu'il a vécu, par l'angoisse qu'il a ressentie lui-même ou autour de lui. Vous voyez, personne ne pouvait sortir indemne d'une situation comme celle-là. Alors je vous disais que les conditions de vie pendant le siège étaient atroces ici. Vous l'imaginez facilement parce que les conditions d'hygiène, réussir à se nourrir, et encore il y avait des gens, des auxiliaires de la défense passive qui, dans un sous-sol
d'un immeuble à proximité, préparaient des repas pour les gens et descendaient à manger ici, descendaient leurs grandes gamelles, les 154 marches. Mais ensuite, les conditions d'hygiène. Bon, il y avait un point d'eau, il y avait des toilettes sommaires devant lesquelles nous avons passé. Mais très vite, il n'y a plus eu d'eau, parce que toutes les canalisations, avec les bombardements, les tirs d'artillerie d'obus, les canalisations étaient rompues. Il n'y avait plus d'eau, donc vous imaginez les conditions dans lesquelles les gens ont vécu, et pour finir après dans des conditions atroces, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Bon, nous allons continuer, en tout cas je vous remercie de votre attention. Donc vous jetterez un œil en passant devant ces toilettes sommaires, et puis nous allons vous montrer un film, enfin un montage que la Cinémathèque de Bretagne a réalisé à partir de films, de documents d'époque. Il ne faut pas oublier que le pays a été occupé pendant 4 ans par les troupes allemandes. Voilà ce que nous allons vous montrer le montage réalisé par la Cinémathèque de Bretagne. La Cinémathèque de Bretagne se trouve à côté du Quartz. Si vous avez là, si vous avez. Et donc, ils sont recueillis de nombreux films anciens traitant de la mode. Et ce sont eux qui ont réalisé ce montage. Une partie à partir de films qui appartiennent au musée de la guerre de Londres, parce que vous verrez d'abord les bombardements qui ont été filmés par les aviateurs britanniques eux-mêmes, qui se sont filmés mutuellement pendant qu'ils venaient bombarder Brest, ou même pendant le bombardement. Et ensuite, le cas de beaucoup de Bressons. Oui, là je vais vous en parler, la suite de mon parcours en somme. Et je voudrais d'abord faire une petite remarque là, parce que à propos du film, vous avez vu donc les aviateurs britanniques alliés, et il s'appelait Brest le trou de la mort. Et pourquoi? Parce que la DCA était à Brest aussi forte que celle de Berlin. Alors justement, Hervé vous a dit, posez des questions si vous en avez besoin. Qu'est-ce que c'était que la DCA? Eh bien, ça voulait dire défense contre ailleurs. Donc n'hésitez pas, toutes les questions sont bonnes. Donc en effet, nous avons été sinistrés, et à partir de cette période, nous partons et nous réfugier à Morlaix. Mon frère peut continuer ses classes. Et pour moi, le mot réfugié évoque une idée de misère et d'exclusion. Pourquoi là aussi? Parce que nous ne connaissions personne et nous vivions avec nos seuls tickets d'alimentation. Nous avions trouvé un refuge dans une maison où il n'y avait ni eau ni gaz. Et donc c'est à partir d'un certain moment que nous avons pu quand même connaître la solidarité. Et puis à cette période également, il y a eu des libérations de prisonniers, et mon père a été libéré étant donné sa fonction et son âge. Et donc à ce moment-là, j'ai pu continuer les études en faculté à Rennes sous
l'occupation. Et toujours avec les fameux tickets d'alimentation. Et à ce moment-là, évidemment, pour travailler, nous n'avions pas de chauffage. Les amphis n'étaient pas chauffés. À l'intercours, on piétinait pour se réchauffer les pieds. Et nos chambres, qu'on appelait les pioles, n'étaient pas chauffées non plus. Bon, que vous dire autrement, qu'il y avait le couvre-feu, il y avait interdiction donc de sortir le soir à partir d'une certaine heure. Les salles de danse étaient fermées depuis longtemps. Et notre grande distraction, eh bien, c'était le cinéma. Pendant 2 heures de temps, on pouvait oublier la précarité du moment. C'était un peu comme ça pour tout le monde. Et encore, à l'entracte, on nous projetait des films de propagande nazie. À ce moment-là aussi, il y avait parmi nous certains qui étaient entrés dans la résistance. Et un matin, mon voisin de labo n'est pas venu. Il avait été arrêté par la Gestapo. Nous ne l'avons jamais revu. Voilà ce que c'était la vie d'étudiant. Et puis le 6 juin 1944 arrive le débarquement, tant attendu. Alors là, comme un coup de tonnerre, et en plein examen. À ce moment-là, toutes les communications ont été coupées. Il n'y avait plus de train pour les civils. Donc, pour rentrer chez nous, eh bien, il fallait prendre la route à pied. Alors, c'est ce que nous avons fait par petits groupes d'étudiants. Nous avions les pieds écorchés, mais nous marchions en chantant. C'était l'aventure. Seulement, c'était en même temps la route de tous les dangers. Nous avons été arrêtés plusieurs fois par les Allemands, à Pire. Heureusement, comme nous étions finistériens, nous avions aussi tous nos papiers, les ossues, et nous avons pu passer. Mais oui, je dis que c'était un danger parce que les Allemands devenaient agressifs. Ils prenaient des otages et ils procédaient sur place à des exécutions sommaires. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est moi qui vous pose une question. Qu'une exécution sommaire en temps de guerre. Bien, d'habitude, quand on vous arrête, on vous demande vos papiers. Bon, et puis si vous ne les avez pas, on ne sait pas. Mais là, on ne vous demande pas vos papiers. On vous trouve là. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes suspect et vous risquez d'être abattu. Peut-être torturé avant. Voilà ce que c'est qu'une exécution sommaire. Bon, et quand nous sommes arrivés à Carré et à Rostronin, eh bien là c'était l'horreur. Parce que les Allemands avaient pendu des jeunes résistants de 20 ans à des poteaux électriques. Et il fallait continuer la route. Et nous avons pu arriver dans mon petit groupe, chacun chez soi, et donc moi à Morlaix. Et là, chacun, nous devions vivre des heures terribles, mais fabuleuses de la libération. Nous avons eu une joie immense d'être libérés pour des combats. Il s'est passé des choses extraordinaires, mais où j'ai vu aussi des femmes tondues. Voilà ce que je peux vous donner comme expérience de mon parcours. Nous sommes rentrés ensuite à Brest. Donc les 5 années de guerre avaient passé, j'avais 23 ans. Et puis, eh bien, Brest était en ruine. Nous étions sinistrés comme tant et tant d'autres Brestois. Et il fallait reconstruire la vie.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis aussi ce mot parce que je ne suis pas venue là pour vous raconter mon histoire simplement, mais pour vous dire qu'à certaines époques et à toute époque, on peut se trouver enchaîné dans telle et telle situation et que donc c'est à vous de savoir ce que vous pouvez faire. Voilà, merci. Merci aussi. Des questions encore à poser. Ah oui, bien sûr, des précisions s'il y a des choses. Mais bon, si vous voulez, notre but à nous, si vous voulez, n'est pas de faire l'histoire. Nous ne sommes pas des historiens et ce n'est pas la prétention de Monique. Ce pourquoi elle est là, c'est pour témoigner de ce qu'elle a vécu. Parce que tout le monde n'a pas vécu la guerre de la même manière. Nous avons parlé de la faim atroce qu'ont vécu des Bressoises et des Bressois dans cet abri. Parce que à partir je vous l'ai dit, le 15 août 1944, il y a eu une dernière évacuation de la population bressoise. Il y avait encore environ 30 000 habitants. Parce que petit à petit, depuis le début de la guerre, ceux qui avaient de la famille à l'extérieur, eh bien, s'étaient réfugiés, comme nous a dit Monique, dans leur famille. Et aujourd'hui encore, on parle des réfugiés. D'ailleurs, il y a dans les Nations Unies un comité d'aide aux réfugiés. Les Nations Unies. Parce qu'hélas, dans des pays comme l'Afrique, eh bien, il y a des centaines de milliers de personnes qui errent ou qui ont erré au moment où vous avez entendu parler du Rwanda, de choses comme ça, eh bien, qui ont dû quitter leur domicile et puis errer à l'extérieur chez eux. C'est difficile, hein, quand vous imaginez des gens comme Monique, eh bien, bon, on a beau être attaché, heureusement, l'essentiel c'est la vie, mais même, y compris, c'est bien qu'on a laissé derrière soi, ces souvenirs qu'on a laissés derrière soi, on ne peut pas manquer d'y penser. Oui, et là, je n'ai pas dit non plus que pendant que nous étions à Morlaix, mon père est resté, lui, à son poste au siège de Brest. Donc, il a vécu ce qu'on appelait l'enfer de Brest. Et il était agent de premier secours de la défense passive. Et après la libération, donc après le 18 septembre, il a fallu donc penser à prendre une décision au sujet des victimes qui étaient depuis enfermées dans l'abri, donc là où elles avaient péri. On va peut-être en parler tout à l'heure devant Alors là, donc, je vous en parlerai tout à l'heure, donc de cette identification des victimes. Et si vous avez d'autres questions ou bien quelque chose en dehors de ce que j'ai dit. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui a construit l'abri syndical. Eh bien, ce sont les autorités civiles françaises qui ont construit cet abri. Il a été construit par des civils, pour des civils. Mais à l'époque, les autorités civiles françaises, ce n'était plus la République française, c'était l'État français qui avait à sa tête le maréchal Pétain. Et donc le maire de Brest, qui s'appelait Victor Le Gorgeux, avait été destitué et avait été désigné à sa place celui qui était maire de Saint-Pierre-Quilbignon, qui est un quartier de Brest, nous en doute
plusieurs d'entre vous ont entendu parler de Saint-Pierre. Et à l'époque, Saint-Pierre était une commune autonome. Ça n'a été rattaché à Brest au lendemain de la guerre. Et donc Victor Rezin a été désigné comme, ce n'était plus le conseil municipal, c'était la délégation spéciale. Et il était président de la délégation spéciale, mais il faisait fonction de maire. Et ce sont donc ces autorités civiles qui ont décidé, ce sont deux entreprises brestoises qui ont creusé cet abri. Et Victor Rezin, il faut penser quand même, son nom figure sur la plaque que vous avez lue à l'entrée de l'abri. Son corps a été retrouvé ici, après la catastrophe. Il était dans une alvéole derrière votre dos. Ce que vous vous demandez sans doute, ça c'est resté tel quel après l'explosion, comme ici derrière, mais ça ne se prolongeait pas au-delà de ces espaces. Donc il était là à côté de ses concitoyens qui n'avaient pas évacué et son corps était complètement desséché parce que la température était montée à un niveau tellement élevé ici dans l'abri. Vous verrez tout à l'heure, il y a une entrée basse par laquelle nous sortirons, puis l'entrée haute, et ça fonctionnait un peu comme un chalumeau. Et le feu circulait dans l'abri. Bon, mais ça c'est la catastrophe, mais bon, c'est quand même important parce que c'est un moment fort de cette guerre et qui a marqué les esprits des Brestois à la fin de la guerre. Et malgré donc l'opposition de Victor Rezin, cet abri qui avait été construit par les civils, pour les civils, au moment du siège, les Allemands s'étaient accaparé la partie basse de l'abri. Donc jusqu'à la limite ici de cet espace où nous sommes, sur la partie basse, c'était occupé par les Allemands. En général, pas des combattants allemands, mais des gens qui travaillaient pour les Allemands. Dans les Iantons, des gens qui avaient participé à la construction, par exemple, des blocos que vous voyez encore sur nos côtes. Des gens qui travaillaient dans les chemins de fer. Alors, la cause de l'abri, on vous donnera tout à l'heure, enfin je vous donnerai à votre professeur des documents sur un récit de Paul Carquin qui viendra d'ailleurs dans cet après-midi témoigner dans l'abri parce que c'est le premier pompier français à être intervenu dans l'abri au matin de la catastrophe. Et donc il a fait son récit que nous pourrons vous communiquer. Pourquoi cette catastrophe? Eh bien parce que les Allemands non seulement avaient occupé la partie basse de l'abri, mais de plus avaient accumulé, avaient fait un dépôt de munitions à l'entrée basse de l'abri. Il y avait un groupe électrogène qui servait à faire du courant à éclairer l'abri pendant le jour, parce que la nuit s'était éteinte, et pour une raison qui n'est pas définie, le feu a pris dans la réserve de carburant, s'est communiqué aux munitions, et c'est ce qui a déclenché la catastrophe. Alors on a une idée du nombre de victimes, on en parlera tout à l'heure du côté français. Du côté allemand, eh bien on ignore totalement le nombre de victimes. Mais il faut penser aussi à ces victimes, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'était aussi des êtres humains. On ne doit pas faire le tri dans les victimes. Vous savez, vous aurez l'occasion, peut-être en courant d'année, de penser. Nous avons voulu faire au 40e anniversaire en 2004, au 60e anniversaire de la libération de Brest, une rencontre à Brest des villes européennes martyrs de la guerre. Parce que les populations allemandes aussi vont souffrir durement au moment des bombardements de la fin de la guerre particulièrement. Justement. Oui. Quelque chose à dire quand même. Et qui s'est passé
dernière journée du patrimoine, parce que là, j'ai donc donné mon expérience. Et puis, est venue me trouver une femme qui était aussi assez âgée et qui m'a dit, quand vous avez parlé de la lueur des flammes dans votre chambre, j'ai revécu mon passé. Et je lui ai dit, mais où étiez-vous? Et elle m'a dit, je suis allemande, je suis berlinoise. Et donc, à ce moment-là, Berlin, bien sûr, a énormément souffert. Et instinctivement, nous nous sommes pris les mains. Je prenais les mains d'une Allemande. Et ça a été un grand moment d'émotion. Et elle m'a dit, nous avons tous été embarqués. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, je crois que ce témoignage de Monique est important. Et puis, vous pouvez aller sur des sites internet, vous trouverez des renseignements sur ces autres villes. Ne pensons pas qu'à Brest. Et puis, c'est triste aussi de penser qu'aujourd'hui encore des populations vivent de tels cauchemars. Malgré tout, nous avons des signes d'espoir. La preuve, c'est qu'au niveau de l'Europe, on imagine difficilement que les Français et les Allemands, qui se sont fait la guerre pendant des décennies, les Français et les Anglais, qui se sont fait la guerre pendant des siècles, puissent à nouveau se trouver confrontés dans un conflit armé. Donc, malgré tout, il est possible d'avancer dans le sens de la paix. Mais, encore une fois, ça ne se fera pas sans l'intervention des populations qui, elles, sont les victimes principales des guerres. Voilà, vous avez peut-être encore d'autres questions? Oui, c'est vrai que vous êtes pris comme ça, à brûle pour point. Éventuellement, plus tard, quand vous reviendrez sur ces questions, nous pourrons vous donner des coordonnées de témoins qui pourront aller dans votre place répondre aux questions que vous pourriez avoir. Je ne sais pas. Mais j'ai entendu, Monique, parler d'un autre élément, ce sont les privations. Ouais. Oui, les privations. Parce qu'évidemment, nous avons vu très vite ce qu'on a appelé les restrictions. Les restrictions, évidemment, point de vue nourriture, c'est quelque chose de très dur, puisque c'est vital, et que là, je peux vous dire que, comme beaucoup, j'ai connu aussi la faim, et c'est quelque chose qui vous marque à vie. Donc, vous parlez des restrictions. Nous avions donc nos tickets d'alimentation. Et si nous n'avions pas de famille à la campagne, eh bien, c'était certainement un régime très, très dur. Puisque sur ces cartes d'alimentation, nous avions une petite quantité de viande, de pain, de sucre et de café. Chez nous, nous n'avions pas de beurre, de farine. Mais quand on nous parle restriction, on nous parle toujours de nourriture. Et il faut réfléchir qu'il y avait pourtant bien d'autres privations. Il y avait d'abord bien la privation de sommeil dans les villes bombardées, nous n'avions pas de repos. Il y avait les difficultés de communication et de transport. Les Allemands réquisitionnaient le charbon, l'essence, donc c'était extrêmement difficile. Il y avait des privations, séparations avec des êtres chers, avec les prisonniers d'une part, et ceux qui faisaient partie, les FFL, de la France libre, qui se trouvaient en Angleterre, en Afrique du Nord ou ailleurs. Donc nous avions aussi la radio, la presse
il n'y avait pas de télévision, les Allemands s'en étaient emparés aussitôt. Et donc, il y avait la censure, c'était très difficile d'avoir des nouvelles avec les communications allemandes. Donc, ainsi aussi, quand après 4 années, pendant 4 années, vous ne pouvez plus dire, écrire ce que vous pensez, quand vous ne pouvez plus circuler librement, alors je peux vous dire que la perte de la liberté est une des pires privations. Et ça, c'est important. Voilà, je pense que effectivement, c'est un aspect essentiel. Je crois que, en tout cas, vous pourrez après cela réfléchir. Si vous n'avez pas d'autres questions dans les médias, nous allons continuer notre visite. Vous avez une heure impérative pour rentrer? Il faut que ce soit fini pour avant 11 heures. D'accord, bon, ce sera fini. Donc nous allons continuer notre avancée. Oui, c'est là que donc on avait retrouvé le corps de Saint qui était complètement desséché parce que les flammes s'élevaient ici dans le boyau, dans le tunnel, et lui, on n'était pas au contact direct des flammes, mais la température est montée à un niveau tellement élevé que son corps s'est complètement desséché. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il faut penser à la catastrophe elle-même, parce que c'est aussi un aspect de la guerre, mais au-delà de cette catastrophe, eh bien, ce sont toutes les souffrances endurées par les populations tout au long de la guerre, auxquelles il faut également penser. Pas seulement à l'aspect atroce de cette fin. Voilà, il y a ici à notre gauche, il y avait un tunnel. Ce tunnel avait été construit pour quand même que les gens puissent y être en sécurité. Il faut penser, aujourd'hui les gens pensent, quand ils pensent à ce tunnel, eh bien ils pensent à la catastrophe, quand les Brestois y pensent. Mais pendant 4 ans, ce tunnel a été un refuge. Il s'appelle abri et c'était bien un abri. Et lorsque les gens sont venus ici, eh bien ils pensaient être véritablement en sécurité. Si les Allemands, s'il n'y avait pas eu ce dépôt de munitions, eh bien, c'est vrai que cette catastrophe ne se serait jamais produite. Mais s'il n'y avait pas eu la guerre, il n'y aurait pas eu non plus de tunnel, il n'y aurait pas eu de dépôt de munitions. La cause, c'est quand même la guerre. Alors, il y a parfois il y a un trait blanc, vous allez voir, sur qui a été refait sur le crépi. Le crépi a été refait après la mise pendant le siège. Par conséquent, la cloison était plutôt ici. Voilà, alors on va continuer vers vous arrêter. Celui donc des victimes de
l'abri Saint-Carnot des victimes qui ont été identifiées. Nombre de 373, et il est très difficile. Ah, bon. Alors, bon, c'est un peu comme pendant la guerre, quoi. Les bombardements et des pannes d'électricité. Hein? Bon, et donc, oui, c'est le nombre de victimes qui ont été identifiées. On a parlé de 373, il est très difficile étant donné les conditions, de donner un nombre exact. Il ne faut pas s'y accrocher. D'autant plus que là, nous avons eu des personnes qui sont venues encore dernièrement et qui nous ont dit « Ah oui, mais le nom de nos parents n'y figure pas. » Et une autre a dit aussi qu'on avait mis son nom alors qu'elle avait pu s'échapper. Donc, ce que je vous dirais pour l'identification, c'est que la catastrophe avait eu lieu le 9 septembre et que la ville a été libérée le 18 et qu'à ce moment-là, il a fallu se soucier des victimes, du sort des victimes qui avaient péri dans l'abri et qui étaient restées depuis ce moment-là. Alors Paul Carquin, donc avec les pompiers, était venu pour le feu, tout avait été inondé. Et on s'est demandé si on allait pouvoir identifier, après ce moment-là, les victimes. On a demandé un groupe de volontaires, donc il y a eu un petit groupe qui s'est présenté, dont mon père justement, puisque là j'ai les preuves. Et ils sont descendus donc par les escaliers, là, et ils enfonçaient et trébuchaient, ils ne pouvaient pas s'empêcher, dans des corps humains, des restes humains qui étaient mêlés au décombres. Alors, essayez d'imaginer ce que c'était, dans une atmosphère infernale, donc avec une petite lampe acétylène, ils ont pu, ce jour-là, reconnaître quelques corps, quelques victimes, dont Victor Eusin. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu dire, oui, une identification peut être possible. Alors, vous dire comment cela s'est fait, eh bien, c'était évidemment très difficile. On essayait avec les bijoux, avec les prothèses, avec les papiers que l'on pouvait trouver, d'identifier ce qui restait. Et je précise que ça ne pouvait être n'importe quel groupe qui procède à cet essai, parce que d'abord, il fallait être volontaire, avoir le cœur bien accroché et avoir une connaissance approfondie de la population, parce que c'était une identification. Donc ça ne pouvait être n'importe quel groupe. Et l'identification s'est poursuivie environ un mois. Alors à ce moment-là, comme on vous l'a dit, l'explosion avait eu lieu du côté allemand, donc de ce côté-ci, porte Tourville, et on a chargé les Américains de s'occuper des corps, donc de la partie allemande, mais ils n'étaient pas trop pressés. Tandis que les Français, eux, étaient pressés d'identifier, parce qu'il y avait des problèmes de succession, puisque les victimes étaient portées disparues, et donc il y avait à avoir des familles qui allaient se trouver dans le besoin. Donc les Français se sont occupés du côté français, et il faut penser qu'à chaque évacuation, c'était porté par les 154 marches, c'était porté des corps, des débris de corps en putréfaction. Donc, vous voyez que c'était quelque chose de terrible. Et pour ceux qui sont descendus, qui avaient fait partie du siège brestois,
C'était quelque chose de terriblement douloureux d'aller à la rencontre de ceux qui avaient été des parents ou des amis. Et quand mon père est sorti la première fois de cette identification, il en était comme fou, bouleversé. Et il répétait les mots, les noms de ceux qui lui venaient à l'esprit. Voilà ce que je peux vous dire sur l'identification des corps. Tu as parlé du nombre de victimes dont les noms figurent sur... Non, pas spécialement. Si, là j'avais dit que normalement on avait parlé de 373 victimes, mais que, étant donné les conditions, on ne pouvait pas donner vraiment de précision. Sur des victimes qui ne figurent pas sur la liste, tout cela est à revoir. Et d'autres, au contraire, que l'on a inscrits et qui ont pu, heureusement, s'échapper. C'était des conditions tout à fait spéciales. Oui. D'après Il y a eu effectivement 373 noms de victimes, encore uniquement du côté français, à un moment donné sur la liste. Il n'y en a plus que 371. Parce qu'un jour, une dame nous a téléphoné pour nous dire que sa mère et elle avaient 14-15 ans, au moment de la catastrophe, elles avaient été projetées hors de l'abri dès le départ de l'explosion. Et elles étaient blessées, mais elles avaient été récupérées par une patrouille allemande et au moment de la libération, soignées dans l'hôpital allemand, et ensuite les troupes alliées les avaient rapatriées sur un hôpital à Lesneven au moment de la libération. Et par conséquent, des gens les avaient vus dans l'abri, ne les avaient pas revus après et avaient considéré qu'elles faisaient partie des victimes. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que c'est vrai que c'est idiot de donner un chiffre à l'unité près alors qu'on ne le peut pas. Par contre, nous avons eu depuis des témoignages de familles qui ont des membres de leur famille qui sont restés, qui ont été victimes de l'abri et dont les noms ne figurent pas dans les listes. Je ne vous ai pas parlé du nombre d'Allemands non plus, parce qu'au début on a dit 5 à 600 Allemands. Après on est revenu là-dessus, on a donné alors un tout petit chiffre aussi. Moi je pense, personnellement d'après les preuves que j'avais recueillies, qu'il y a eu quand même un grand nombre d'Allemands qui figurent parmi les victimes, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Oui, il aurait fallu qu'on recueille, et nous n'avons pas pu le faire, des témoignages de témoins du côté allemand. Encore qu'eux n'auraient pas pu donner le nombre de... Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu à peu près 400 victimes, un peu plus de 400 victimes du côté français, puisqu'on sait à peu près combien de personnes étaient dans l'abri. On a même donné des chiffres que 42 personnes, 42, pas 43 ni 41, 42 personnes avaient réussi à s'échapper de la catastrophe. Vous voyez, c'est ce qui est également complètement... Bon. On ne peut pas donner on peut donner un ordre de grandeur, mais c'est tout ce qu'on peut donner. Et quand on témoigne, eh bien, il faut être sûr de ce que l'on... Vous avez vu ici qu'il y avait pour remonter un plan incliné. Il faut penser que ce plan incliné sur lequel nous sommes n'existait pas à l'époque. Que le sol était, le niveau du sol, la pente était continue vers le bas. De même que les bétonnages que vous voyez et sur votre droite ou les portes blindées, ça n'existait pas. Ça a été fait au début de la guerre froide, à la fin des années 50, au début des années 60, pour faire un abri anti-atomique, parce qu'on craignait à l'époque une guerre atomique.
Et par conséquent, c'est la marine qui avait fait un abri pour son état-major. Mais là encore, ça nous appelle à réfléchir, parce que quand vous voyez les dimensions, vous allez passer par cet abri, les dimensions de cet abri anti-atomique, eh bien, c'est à peine, effectivement, s'il pouvait accueillir tout l'état-major de la marine. Mais rien n'avait été prévu s'il y avait eu une guerre un bombardement atomique, rien n'était prévu pour la population. Par conséquent, bon, on aurait encore eu un état-major, mais cet état-major n'aurait sans doute plus de bateaux ni de marins, et puis il n'y aurait plus d'habitants. Donc, l'intérêt, on peut se poser des questions. Enfin bon, ça soumet, c'est à vous de réfléchir. Voilà, on va continuer à aller vers la sortie porte de... avoir une idée du modèle, mais n'allez pas trop. Vous voyez, donc ça c'est une photo. L'entrée de l'abri se trouve ici sur la droite, celle-ci, cette entrée-ci. Et ça c'est la rue Louis Pasteur qui est toujours parallèle à la rue Siam et qui arrivait autrefois au niveau du sol ici. Et qui maintenant est 20 mètres plus haut. La date des responsables de vous voyez cette entrée d'abri en granit rose. L'année d'achèvement écrite en granit de Kersanton. Manifestement, cet abri avait été fait quand même pour durer. D'autre part, ce qui est significatif, c'est l'endroit où nous sommes. Une des conséquences de la guerre, c'est-à-dire que Monique vous a dit tout à l'heure que la guerre, ça ne s'achève pas au moment où les armes se taisent. Après, il faut encore reconstruire la ville, reconstruire la vie. Et par conséquent, ça peut durer des années et des années. Et que la guerre, ses conséquences perdurent après son achèvement. Et ensuite, l'une des conséquences pour Brest est ici visible, c'est-à-dire que tout le centre-ville s'est trouvé transformé du fait de la guerre. La rue Louis Pasteur, dont vous voyez la photo là, vous voyez le ciel là, vous voyez le coin d'un bâtiment. Donc ça, la rue Louis Pasteur est dans le prolongement là. Or, autrefois, avant-guerre, cette rue sur la photo, même au lendemain de la guerre, de la guerre, la rue arrivait ici au niveau du sol. Donc tout le mur que vous voyez au-dessus, eh bien derrière, ce sont les débris de l'ancienne ville. Et donc quand vous marchez au centre-ville, eh bien vous marchez sur les débris de l'ancienne ville. Voilà, en tout cas, on vous remercie de votre attention. Et voilà, on vous souhaite bien réfléchir. On remercie Monique, que c'est vrai que pour nous, l'apport des témoins est essentiel. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour raconter l'histoire, mais pour faire réfléchir à partir des témoignages, et chacun peut dire ce qu'il a vécu, mais on n'a pas à faire l'histoire à la place des historiens. Et nous ne sommes pas éternels. Non, et c'est pour ça qu'on remercie aussi Marcel, Léal et Sophie, qui est responsable du collectif Sadi Carnot, qui fait la perchiste, parce que les images qu'ils prennent,
nous avons tenu à ce que finalement, rapidement, on prenne des images des témoins. Parce que comme dit Monique, nous ne sommes pas éternels. Nous avons des témoins, d'abord des rescapés de la catastrophe, qui étaient venus là en septembre 2001, qui hélas sont décédés depuis. Nous avons une dame, Madame Ménez-Montfort, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui descendait les repas pour les gens qui étaient en bas de l'abri. Mathilde. Mathilde qui a donc maintenant va vers ses 88 ans et qui ne se sent plus en état de venir témoigner dans l'abri. Mais heureusement, Marcel a pris son témoignage un jour et donc c'est vrai que... Et puis enfin, nous avons réussi à faire en sorte, grâce au collectif, que la ville va prendre des dispositions pour faire des aménagements quand même dans cet abri. Hein, parce qu'il nous est arrivé d'avoir à zigzaguer slalomer entre des débris, des excréments humains en haut des escaliers pour descendre dans la rue. Ce n'est pas agréable, étant donné la signification quand même, le symbole qu'est celui. Donc, en principe, pour septembre 2008, il y aura à l'entrée, malgré tout, quelque chose qui rendra cet abri visible, sa sécurité, sa sécurisation. Ensuite, en bas de l'abri, on va faire aussi des aménagements pour qu'on puisse faire des expositions durables et pour que les établissements scolaires puissent y venir sans que les bénévoles de notre association soient aussi obligés de se mobiliser à chaque fois. Comment est-ce qu'on peut voir ces témoignages? Comment on peut avoir les témoignages? C'est voir. Eh ben, pour le moment, ils sont dans les boîtes de Marcel Léal. Et donc, à partir de là, nous allons les visionner pour vérifier qu'on n'ait pas dit de choses qu'on n'aurait pas voulu dire, qu'on aurait mal dites. Hein, il faut qu'on les vérifie. Puis ensuite, Marcel, avec ça, va faire un montage. Et puis ensuite, ultérieurement, si on a des aménagements autour de l'abri, on pourra avoir des petites vidéos où les gens pourront à ce moment-là accéder aussi aux différents témoignages. Parce qu'il fait un travail en TPE, travaux personnels en KNV, il fait un travail sur la ville. Donc tu prends les contacts de monsieur. Nous pouvons vous donner, Madame Danielou, et vous communiquer des coordonnées de témoins que vous pouvez éventuellement interroger. Avec monsieur Carquin. Monsieur Carquin, Et oui. un membre de la défense passive à l'époque, avec qui il venait avec son casque. Il y était d'ailleurs, mais bon, donc on vous donnera des coordonnées des personnes que vous pourrez rencontrer. Voilà. Oui, c'est bien que vous travaillez là-dessus. Quelque chose que vous voulez faire? En fait, c'est pour le patrimoine de la ville de Brest, avant-guerre, pendant la guerre et après la guerre. Donc nous vous communiquerons tous les renseignements. D'accord? D'accord, merci. Voilà, bon, on vous souhaite un bon retour dans votre établissement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous avez apprécié dans la visite? Allez-y, sans crainte. Sinon, moi, je ne vous donnerai pas les coordonnées de témoins. C'est le chantage. Non, soyez sans crainte. Non,
C'est vrai que quand on nous parle des trucs comme ça en cours, quand on nous parle des abris, des trucs de la guerre, on ne voit pas vraiment. Et puis et puis là, non, c'est vrai qu'on voit vraiment ce que c'est. On a les explications, les témoignages. Et c'est autre chose quand même, quoi. C'est une autre sorte d'histoire. Ouais, voilà, on le vit plus que dans les cours. Dans les cours. Voilà. Ouais, voilà. Moi, ce qui m'a le plus touchée personnellement, c'est donc le témoignage de Monique, puisque j'ai mon arrière-grand-mère aussi qui a vécu la guerre donc à Camaret dans les blocos et qui s'est fait sectionner une jambe. Et c'est pour ça, ça me rappelle, puis en même temps, j'ai des histoires à peu près similaires, mais enfin, c'est pas du tout la même chose, donc c'est pour ça que je fais les comparaisons. Voilà. Ah. La manière dont vous avez ressenti les choses, vous avez su, Pareil, dans ma famille, j'ai ma grand-mère qui est le dernier bébé né à Brest pendant la guerre. C'est ça que je connais. Mais sinon, la visite c'était bien parce que je connaissais pas du tout les abris à Brest. Donc c'est intéressant à connaître un peu l'histoire de la ville. Merci. Voilà, bon. Non, mais c'est vrai que on est saisi un peu après ça. Hein, ça il fait pas chaud. On espère que ça vous aidera à réfléchir et à construire votre vie plus tard. Voilà, eh bien, réfléchissez bien.